Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir un invité que vous connaissez déjà probablement puisqu'il est humoriste, stand-upper et surtout hyper amoureux du plat pays. Et en plus, il fait partie de cette nouvelle génération d'humoristes qui parlent de sujets réels et variés avec humour. Avec Sacha Ferra, on va parler de la scène, du métier d'humoriste et de tout ce qu'il y a derrière le fait d'avoir envie de faire rire les autres. Est-ce que devenir humoriste, ça a toujours été une évidence pour toi? Waouh, pas du tout. Vraiment On pas. entre dans le vif du sujet direct. Ouais, on y va direct. Non, pas du tout. Moi, je me rendais même pas compte que c'était un métier à la base. Ok, C'est difficile de conscientiser que tu peux gagner ta vie en faisant des blagues. c'est vrai. Surtout quand t'es jeune. Et puis, moi, j'ai grandi en regardant bizarrement, enfin, pas bizarrement, mais j'ai grandi en regardant Gad Elmaleh, tout ça, et tous des humoristes comme ça. Il a raison. J'aurais pas dit mieux. Oui, c'est vrai, on va les entendre tout du long, hein. On est OK avec c'est ça. ça. Ok, nickel, ça me va très bien. Donc j'ai grandi en regardant Gad Elmaleh, tout ça. Et je me disais, bah c'est des gens, ils sont cool, mais je me disais pas c'est leur métier, tu vois. Oui. Et donc le jour où j'ai conscientisé que c'était un métier, c'est en sortant de l'école secondaire. Ok. En me disant, il faut que je trouve quelque chose, il faut que je fasse quelque chose qui me donne envie de me lever le matin. Et j'ai toujours été un peu le petit rigolo de la classe, donc je me suis dit, je vais essayer. Et depuis, j'ai jamais arrêté. Ok. Et donc, c'est venu comme ça. Tu t'es posé la question de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et à ce moment-là, c'était logique pour toi que tu allais essayer là-dedans. Bah, c'est rentré dans un coin de ma tête. Et puis surtout, j'avais fait des jobs étudiants pendant l'été à la sortie de mes écoles secondaires. J'ai travaillé au McDo, dans un magasin de surgelés, dans un magasin, enfin pas un magasin, mais dans un entrepôt qui dispatche tous les colis pour la poste et tout ça. Donc j'avais fait un peu du travail à la chaîne et tout, et j'avais vu tous les gens qui travaillaient là-dedans, et c'était pas leur rêve, quoi. Ouais. Et ils étaient bloqués pour subvenir à leur famille, enfin à leurs besoins, etc. Et je me suis dit, écoute, c'est le moment, là, j'avais 18 ans. S'il y a bien un moment où il faut se battre pour faire un truc qu'on a envie de faire et être libre le reste de sa vie, c'est maintenant. Donc C'est sûr. je me suis lancé. Et ta famille a réagi comment? Au début, un peu stressé, en mode, écoute, continue quand même les études à côté, comme ça, on a les allocations familiales, et on garde le statut étudiant. Non, mais c'est important, et puis quand même, tu gardes un parachute. Et finalement, j'ai fait l'IEX, communication, Ok. et j'ai arrêté. Au bout de la 3e année, il me restait juste néerlandais à valider, et j'ai abandonné. Parce que j'arrivais pas, et puis surtout, j'arrivais déjà à vivre du stand-up à ce moment-là. Ah oui, donc t'as je me suis vraiment lancé. jonglé entre les deux. Ouais. Tu t'es dit, ok, je teste ça, mais en même temps, pour rassurer mes parents, je fais quand même des études. Exactement. Ok. Et c'était pas dur à gérer justement cet équilibre entre les deux pour toi? Non, j'ai eu la chance de toujours avoir plus ou moins facile à l'école, et Ok. je me démerdais pour faire 50%. Donc je faisais 50%, je passais à autre chose, je devais pas beaucoup étudier pour ça, et j'étais refait. Et le soir, j'avais toutes les scènes, j'avais le stand-up et tout ça, c'était le soir, donc c'était bien réparti. Comment ça se passe justement quand tu veux te lancer là-dedans pour du coup pouvoir faire des scènes, etc. C'est quoi un petit peu toutes les démarches qu'il faut faire Maintenant, c'est beaucoup plus facile que quand j'ai commencé. En 2018, j'avais juste cherché sur Internet stand-up Bruxelles. J'étais tombé sur le King's Comedy Club, je sais pas si tu connais. Oui, ça je connais. Voilà, qui est un comedy club du coup au cimetière d'Ixelles à Bruxelles. Et il y avait que ça qui existait quasiment à ce moment-là. Je les ai plus ou moins je les ai contactés, ils m'ont pas répondu. Puis après, j'ai vu qu'ils faisaient un concours d'humour qui s'appelle le Next Prince of Comedy. Ok. Et je me suis dit bon. On va essayer. Et en fait, je savais pas, mais c'est un concours normalement qui est fait pour les gens qui font déjà de l'humour normalement. Enfin, tu vois, quand tu fais un concours d'humour, c'est ouvert aux gens qui ont déjà de l'expérience. Je me suis inscrit comme si j'en avais déjà fait. Et finalement, j'ai passé les qualifications, j'ai été jusqu'en quart de finale. Donc je me dis bon, et là je me suis senti légitime. Je me suis dit bon, si c'est tes premières scènes et que tu vas déjà jusque là, c'est qu'il y a un truc. Mais c'est sûr. Et du coup, c'était pas impressionnant justement de te dire, ok, je teste, mais tous les gens qui participent, ils ont de l'expérience et moi, j'en ai pas forcément. C'était pas en fait, impressionnant. mais j'avais pas conscience de ça à ce moment-là. Ah oui, ok. Moi, je me dis bon, il y a plein, et je pense qu'il y avait d'autres gens pour qui c'était aussi la première fois, et c'était un peu terrifiant parce qu'en fait, on était genre 30 personnes à passer. On devait faire entre 3 et 5 minutes chacun. Si tu restais moins de 3 minutes, t'étais éliminé. Plus de 5 minutes, t'étais éliminé. Ah oui, ok. Donc, il fallait déjà avoir conscience de vraiment son timing, ce qui est un peu compliqué quand c'est la première fois. Et en fait, ils tiraient l'ordre de passage au hasard. T'avais tous nos noms qui étaient mélangés dans un bocal, et ils tiraient le nom. Et donc, tu savais jamais quand c'était à toi. Donc, c'était terrible. Oui. T'étais sous une tension tout du long. Et je suis vraiment passé sur la fin. Donc, bien être torturé voilà, tout le long. exactement. Mais ça a été.
Ok, et c'était comment ta première scène là-bas? Alors, en vrai de vrai, quand je revois la vidéo, c'est horrible. Un enfer sans nom. Mais quand le moment, je me souviendrai toujours, j'ai vécu un truc extraordinaire. Un truc où tu te sens à ta place et où je me suis dit, vraiment, j'ai eu un déclic, quoi. Je me suis dit, ok, c'est ça vraiment que je veux faire dans ma vie. Ça t'a conforté dans ton idée Ouais. que c'était fait pour toi. Ah ouais, de ouf. Je me suis senti, j'étais très stressé, c'était horrible pour mon corps et tout, mais dans ma tête, je me sentais bien. Donc voilà. Et je me suis lancé, et on est là. C'est hyper chouette. Comment t'as fait? Du coup, comment est-ce que tu as fait pour que tu arrives à tenir entre 3 et 5 minutes, vu que c'était la première fois que tu faisais ça? Enfin, c'est hyper dur de jauger son timing. Ouais, il te donne, du coup, t'as un mail où il t'explique que tu dois venir avec un texte entre 3 et 5 minutes. Donc, c'était quoi, peut-être un mois avant, moi j'ai écrit un truc et à chaque fois je me chronométrais. Je le faisais, une fois que je le connaissais par cœur, je le répétais, je le répétais et je me chronométrais. Je me souviens que j'étais à 4 minutes 10, un truc comme ça. Et au final, j'ai arrêté à 4 minutes 55. Donc, c'est bon. Ah ouais, ok, vraiment limite. Ouais, j'étais tout bon, mais nickel. Stressé, mais t'as pas accéléré ton texte. Justement, j'ai dit beaucoup de mots parasites, beaucoup de trucs qui servaient à rien, beaucoup d'hésitation, tu vois, bon, c'est normal, Ouais. c'est ta première scène, C'est normal, quoi. ouais. Donc voilà. Et maintenant, est-ce que monter sur scène, c'est toujours aussi stressant Non, pas du qu'avant? tout. Pas du tout. Non, maintenant, c'est toujours stressant. Ça te met toujours dans un espèce d'inconfort, mais c'est un inconfort que j'aime. J'aime bien aller le chercher, mais c'est pas du tout aussi intense qu'au début. Ouais. Maintenant, j'ai la chance de pouvoir jouer dans des salles relativement grandes, de réaliser mon rêve d'avoir joué dans des grandes salles et tout. Et en fait, la première fois que tu joues dans une très grande salle, bah là, tu te chies un peu dessus comme la première fois. Mais une fois que c'est fait, à chaque fois que tu recommences, chaque fois, ça fait un petit peu moins d'effet comme ça, tu vois. Ouais. Et au bout d'un moment, t'es un peu, pas vacciné, mais tu sais ce que ça fait, t'es en confiance et c'est cool. Ouais, t'es rassuré. Voilà, C'est hyper stylé. de ouf. Je suis d'accord. Je suis hyper stylé. Est-ce que tu as des rituels avant et après ton spectacle? Genre des choses que tu fais genre, toujours. J'ai vraiment rien du tout. En fait, j'ai peur j'ai beaucoup de petits rituels dans la vie, des trucs très minimes et des trucs comme ça. Mais tu sais, par exemple, comme quand je prends ma douche et tout, toujours tu laves d'abord une première partie. Je sais pas si vous remarquez ça, mais on se lave toujours de la même façon. Je pense que l'humain fait comme ça. Et comme ça, peut-être que je suis le seul, hein, mais j'ai l'impression. On va savoir s'il est bizarre maintenant. Non, mais moi, je me lave toujours de la même façon. Tu sais, tu commences toujours de la même manière, et puis après, je sais pas comment vous faites, mais je vous jure qu'on fait toujours tous la même chose, je pense. Et donc, non, en fait, j'essaye de pas m'accrocher à ça sur scène, parce que si j'ai un petit rituel et que j'arrive pas à le faire, Ouais. ça va me va stresser pour perturber, rien. Donc, je me détends, je suis juste cool, et je prends les choses comme elles viennent, et on verra bien. Parce que si je m'impose un petit rituel ou quoi, ça me conforterait, ça me ferait du bien. Mais si un jour c'est impossible, je serais dans un état de stress plus qu'intense pour rien du tout. Alors, est-ce que tu as peut-être plutôt une habitude après être monté sur scène ou même ça, Pas c'est. tant, non. Quand je joue, j'aime bien. Je fais partie des artistes / humoristes qui aiment bien aller voir les gens après. J'aime bien leur parler, prendre des photos et tout. Ça, je trouve ça vraiment cool. Connecter un peu avec les gens, ça c'est un truc qui est important pour moi. Mais si ça se fait pas, c'est pas grave. Je vais m'en remettre. Mais je kiffe le faire en tout cas. C'est pas toujours possible Non, hein, des fois, Ok. c'est très rare, mais des fois, enfin, surtout quand je joue mon spectacle, ça c'est possible, toujours. Mais quand c'est un plateau de stand-up, souvent, parfois t'en as 2 ou 3 sur la soirée. Donc t'es parti déjà, avant que la soirée se termine. C'est vraiment mode, tu fais ton truc et tu pars, tu vas à un autre, tu fais ton truc et tu pars et tu vas d'un. Ok. Ça t'arrive souvent justement de faire plusieurs scènes comme ça sur la même soirée? Ça m'arrive. Alors aujourd'hui, je fais de moins en moins de comedy club. Ouais. Ce que je faisais beaucoup au début. Mais j'essaye toujours d'en faire un peu. Donc avant, j'en faisais quand même au bout d'un moment. Ouais, j'en avais 2 sur la soirée, 2, 3 en Belgique, ce qui est déjà vraiment pas mal. Alors qu'en France, tu vois, à Paris surtout, ils peuvent en enchaîner 5, 6 sur la journée C'est facile. intense, hein? Ouais, c'est intense, mais c'est ce qu'ils cherchent aussi. Hein. C'est vrai. Donc voilà. Mais ouais, 2, 3, ça arrivait de temps en temps 3, 2 souvent. Ouais. C'est impressionnant. On se dit, tu fais ton spectacle une fois sur la soirée, mais j'imaginais pas que ça pouvait être plusieurs fois. C'est pas mon spectacle. Hein. Non, mais je veux dire, même je joue sur scène, c'est 10-12 minutes, puis après je me taille. Mais tu le connais par cœur. Minutes. C'est 10-12 minutes. Ah oui, bien sûr, mais je connais. C'est... J'ai 1h30 de blagues dans ma tête que je connais par cœur et je vais piocher dedans, quoi.
C'est hyper sympa. Mais donc, c'est vraiment pas un texte que tu as écrit vraiment, genre que tu connais ligne par ligne. Ah, si, Tu improvises à certains moments ou pas du tout? Bah, alors, en fait, ouais, dans le stand-up, il y a un truc beaucoup de gens pensent que c'est de l'impro parce qu'ils voient que sur scène des gens qui font ah, et toi, tu t'appelles comment? Ah, ça reviendra à la mode, blablabla. Tous les trucs comme ça, moi, à titre perso, ça me rend fou. Je trouve que ça rend pas service à la discipline. Moi, je suis pour les gens qui ont un texte écrit au mot près, qui est intéressant. Mais tout le jeu, c'est d'essayer de le dire comme si c'était la première fois que tu le racontais. Ouais. Et de créer une proximité. Alors que moi, j'ai peut-être répété 500 fois le même texte, et c'est à chaque fois avec la même intonation, avec la même respiration, les trucs comme ça, c'est des trucs qui sont importants. Ça demande une discipline de fou, en fait. Bah, au bout d'un moment, pas tant. En fait, au début, tu te cherches beaucoup, et une fois que tu as trouvé ton flow, on appelle ça, la façon de dire les choses, ben, ça se fait naturellement, et puis ça reste ancré, quoi. Ça t'est déjà arrivé d'avoir des blancs, justement? Oui, bien sûr. Tu fais comment dans ces genres de Bah, moments? en fait, je sais pas, c'est quand t'as un pic d'adrénaline, d'un coup, t'as un trou noir dans le cerveau et tu sais plus pourquoi t'es là, ce que tu dis, ce que tu fais. Et ça m'est déjà arrivé. Et en fait, le mieux, c'est de le dire. C'est de dire, et pas de jouer le gars qui fait genre, qui sait où il va, mais il sait pas où il va, il est complètement perdu. Le mieux, c'est de le dire. Et en fait, ça te détend l'atmosphère, ça te détend toi-même. Et automatiquement, tu retombes sur tes pattes. Ok, donc toi, tu le dis ouvertement sur scène, que ça y est, t'as oublié. Ça m'arrive pas souvent, mais quand ça m'arrive, je leur dis, là, je suis perdu. Et puis après, les gens rigolent. Puis après, je dis, on en était où? Puis il y a des gens qui ont suivi. Ils disent, ah, ça. Et puis après, t'as les connexions qui se refont parce que tu sais que quand tu parles de ça, après, il y a ça qui vient. Et voilà. Bah, c'est une chouette manière de réagir parce que tu crées même une interaction, du coup. Enfin, je trouve que ça te rend plus humain aux yeux du public. Parce que les gens se disent pas, ok, c'est une machine qui connaît son truc par cœur, il a un petit trou. Ouais. Enfin, je trouve ça hyper chouette. Bah, c'est important, c'est de montrer ça. On est juste des gens. Hein. On essaye de divertir un petit peu, mais on est des gens comme tout le monde. Hein. C'est vrai. Du coup, tu as créé ton propre spectacle qui s'appelle Le Plat Pays, en référence à la Belgique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout le processus et pourquoi, du coup, tu t'es inspiré de la Belgique? Oui, t'es trop mignon. C'était important pour moi. En fait, d'abord, ça s'est fait super naturellement. Tout ce que j'écrivais, en fait, en termes de blagues, c'était soit sur la Belgique, soit le point de vue d'un Belge sur quelque chose. C'était toujours mon angle. Et en fait, pendant 3-4 ans, j'ai écrit des blagues comme ça. Et au bout d'un moment, je suis arrivé à 1h30 de blagues. Et quand j'ai dézoomé sur la situation, j'ai regardé tous mes textes et je me suis rendu compte que tout parlait de la Belgique. Et donc, c'était vraiment au début très sincère. C'était une démarche instinctive presque. Et ça s'est fait naturellement. En fait, au début, j'ai essayé de tout rassembler. Le spectacle s'appelait Raconte-nous. Ça n'avait aucun sens. J'étais parti au Festival d'Avignon avec une affiche que j'avais fait moi-même, machin. Bref. Et du coup, en dézoomant sur la situation, j'ai vu que tout parlait de la Belgique. Et moi, ça me tenait à cœur aussi et surtout de faire un spectacle qui peut être que pour les Belges. Ok. Dans le sens où si je vais le jouer en France, ça n'a pas de sens et ils le comprendront pas. Limite Lille, ils peuvent comprendre. Oui, parce qu'il y a certains trucs qui sont eux, en lien avec nous. Ouais. Ils nous connaissent, on est collés, puis après, t'as pas plus belge que des gens de Lille, avec tout le respect que j'ai pour eux. C'est vrai. Ils se rendent pas encore compte, mais ils sont plus belges que français, c'est terrible. Mais dans la mentalité, dans la vie et tout. Mais du coup, où est-ce que j'allais? C'était important pour moi de effectivement faire un truc que pour les Belges. Pourquoi? Je trouve, et en grandissant, on a toujours tendance à, en tant que Belge, devoir dire que quelqu'un est chouette quand il a été en France. Tu vois, il y a plein d'artistes que nous, les Belges, on a dit ils sont belges à partir du moment où les Français ont dit on l'aime bien. Et ça me rend fou. Et on arrive à un moment, je trouve, où c'est important aussi que les Belges se rendent compte qu'on a des talents de ouf en Belgique qui sont super et qu'il faut soutenir que même si on n'a pas encore été en France. Et donc moi, ma façon de faire, c'était de me dire, ok, je vais faire un spectacle sur la Belgique, obliger les Belges à venir me voir parce qu'il y a que eux qui vont comprendre. Et en fait, il y aura que des Belges qui seront là pour me soutenir, entre guillemets. Et les Français, ça viendra peut-être un jour, peut-être plus tard. Mais ma démarche, c'était de dire, voilà, on ne doit pas attendre d'aller en France pour être adoubé par les Belges. Les Belges doivent aussi se rendre compte que on a des chouettes artistes qu'on peut aller soutenir en Belgique. Oui, il y a moyen de se développer en Belgique, c'est chouette aussi. Oui. De plus en plus. Et puis c'est en faisant ce genre de démarche qu'on oblige la Belgique à se développer un petit peu quand même. C'est ce que j'allais dire. Même nous, c'est vrai que dans les créateurs de contenu, il y a énormément de créateurs qui partent de la Belgique vers la France parce qu'ils se disent là-bas, il y a beaucoup plus d'opportunités que chez nous.
Ouais. Alors que si tout le monde, du coup, va vers la France, on se développe pas non plus ici De ouf. en termes Alors, d'opportunités. je sais pas ton avis là-dessus, mais j'ai l'impression que dans les quelques années à venir, il y a un truc à faire avec le YouTube belge. Parce qu'il commence à exister, tu vois. Je sais pas si tu fais des vidéos YouTube, si tu remets Tout les streams, doucement. tu commences un petit peu. Oui, tout doucement. Tu vois, moi, je regarde Vince, par exemple. Ouais. J'adore Il ses est très, vidéos, très c'est drôle. du contenu très belge et c'est super, mais qui plaît aussi à des Français. Et il y a un truc à faire. Alors évidemment, t'as les reines de YouTube, t'as Gaëlle et Jill, Oui. qui sont belges, mais qui ont une communauté française qui est énorme, parce qu'elles ont déjà trouvé le cheat code. Mais il y a un truc à faire avec le YouTube belge, je pense. Mais je suis sûre que ça va se développer progressivement. Après, le problème, c'est que chez nous, il y a quand même un gros retard, je trouve, par rapport à tout ce qui est lié aux réseaux sociaux. Je trouve que la Belgique, elle est très, très frileuse par rapport au fait de se dire, ah bah oui, ça prend vraiment de la place, ça a vraiment de l'importance, il faut vraiment donner des moyens, des opportunités. Mais petit à petit, ça se débloque, les mentalités changent. Donc, Ouais, tout doucement. Mais puis souvent, on a toujours fonctionné comme ça. On attend de voir comment ça se passe ailleurs, et puis on s'adapte. On n'est pas forcément un peuple qui est plutôt innovant, à part dans le domaine artistique. c'est vrai. Mais c'est vrai que dans ce genre de démarche-là et tout, on attend souvent de voir comment ça se passe en France pour pouvoir s'adapter. Et ça aussi, c'est une genre de mentalité qui, moi, pas m'énerve, parce que c'est un grand mot, mais m'ennuie un petit peu. C'est logique. Ouais, de ouf. Moi, je vous le dis, hein, dans 3-4 ans, les prochaines grosses stars de YouTube, c'est des Belges. Bah écoute, j'espère que Je t'as raison. pense. J'espère que t'as raison, parce que ça J'y mettrait crois. un gros coup de pied dans la fourmilière en Belgique. Franchement, j'y crois. Et du coup, ça t'a pas fait peur de faire un spectacle que belge, du coup, qui n'attire que des Belges? Tu t'es pas dit que ça pourrait peut-être te pénaliser en quelque sorte de pas pouvoir faire connaître ton spectacle à la France, etc. Vu qu'il y a beaucoup d'humoristes qui voyagent un peu plus, qui font leur spectacle en Belgique, en France, etc. Toi, ça t'a un peu limité, du coup. Géographiquement, je me suis enfermé, mais c'était mon choix et je l'ai fait vraiment en âme et conscience, quoi. Je me suis dit, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie d'être là que pour les Belges et qui se sentent représentés dans un spectacle. Parce que t'as jamais eu un spectacle qui parle que de la Belgique. Par exemple, t'as un de mes humoristes préférés qui est québécois, qui a fait un spectacle qui s'appelle Adib Al-Khalidé, ça c'est le nom du gars. Et le spectacle s'appelle Québécois Tabarnak, un truc comme ça. Et ça parle que du Québec, et ça parle que aux gens du Québec, et c'est trop bien. Je trouve ça cool. Moi, j'ai regardé le spectacle, j'ai pas compris la moitié, mais j'ai passé un très bon moment. Mais je me suis dit, c'est vrai que ce serait cool de faire ça en Belgique. T'as Farid, que tu connais, je pense, qui a fait un spectacle qui s'appelle Hexagone, qui parle de la France. Bon, après, la France, elle a cette chance que tout le monde connaît un peu la France, son histoire, ce qui s'y passe. Et du coup, même quand il vient le jouer en Belgique, on comprend. Oui. Tu vois. Donc nous, on a une culture qui fait que les Français comprennent pas forcément. C'est ce que j'allais dire. C'est vrai qu'un spectacle écrit par un Français, si on le fait en Belgique, on va d'office comprendre. Mais si on adapte ça à l'inverse, en fait, les Français ne vont pas comprendre. Tout à fait. C'est impressionnant. Parce qu'ils s'intéressent pas trop à notre culture et nous. On a un trop petit pays. Tout à fait. Et puis nous, mine de rien, regarde dans les chaînes de télévision et tout, on a les chaînes de télé françaises, tu vois. Mm-hmm. On voit comment c'est chez eux, on voit TF1, machin. Même nous, on suit parfois les élections en France, parce que ça a quelque part va avoir aussi un impact sur nous. Mais eux, ils en ont rien à foutre ils savent même pas qu'il y a un roi en Belgique. Ils s'en foutent, ils savent même pas. Ils y connaissent rien, tu vois. Enfin, pas tous. Pas tous, évidemment, je fais pas une généralité, mais beaucoup. C'est vrai. Du coup, comme je disais dans l'introduction, bien souvent, tu parles aussi de sujets d'actualité sur tes réseaux, etc., mais toujours avec de l'humour. Comment est-ce que tu fais pour ne jamais dépasser la limite de l'irrespect? Parce que je trouve que dans tes vidéos, tu vas dire les choses avec humour, mais tu es toujours quand même respectueux de la situation. Est-ce que c'est pas délicat de pas franchir cette limite? Si, c'est dur. Oui, pas content. On parle d'actualité, les gens ils sont en train de se défoncer la gueule. C'est dur, mais alors, j'essaye toujours, ça, et que ce soit sur les réseaux ou sur scène, de me mettre à la place des gens qui vont tomber sur la vidéo ou qui viennent me voir, me dire comment faire pour essayer de vexer personne. Ça me tient à cœur, même si c'est impossible dans les faits, mais ça me tient à cœur d'essayer de montrer qu'on peut être drôle, impactant, sans faire du mal à quelqu'un. Alors, c'est vrai que sur les réseaux, parfois, je prends un peu parti sur certains trucs. Là, en l'occurrence, j'ai fait des vidéos sur le procès du gars qui s'appelle Paolo Falzone. Ah oui, qui a foncé dans un Tadjil, oui. Oui, c'est ça. En gros, le mec, il a roulé à 170 km/h. Ouais, dans un endroit à 50, je crois, 30 dans ou 50. Une rue à 50 à 4 heures du matin. Il a foncé dans les gens qui faisaient une festivité. Il a tué 7 personnes.
bon, c'est dur de rester respectueux et tout. Et puis même, c'est pas mon rôle forcément de prendre la parole là-dessus. Mais j'avais envie de le faire. Et c'est vrai, j'essaye de rester respectueux tant bien que possible. Même, c'est bizarre ce que je veux dire, évidemment, pour les victimes et les familles des victimes. Mais je me dis, il y a bien des gens qui connaissent ce monsieur. Et donc, j'essaye de pas être trop virulent quand je parle de lui, quoi. Parce que je sais que derrière, c'est un gros imbécile. Je me dis, il y a un humain, il y a aussi des familles. Et quand je parle de lui sur les réseaux, j'ai pas envie de vexer non plus sa famille, tu vois. C'est bizarre, mais c'est vraiment ce que j'ai à l'intérieur de moi. Donc, même si, en vrai de vrai, dans le cas précis, j'en ai un peu rien à foutre, mais c'est quand même un truc que j'applique. Ok. Au quotidien. Essayer de pas trop faire du mal aux gens, pas oublier que tout le monde a une certaine sensibilité. Et c'est important Ça de t'est faire déjà attention. arrivé de quand même recevoir des commentaires, par exemple, de famille ou quoi, quand tu parles de certaines situations qui n'ont pas forcément été hyper contentes de ta démarche? Non. Ou non? Non. Souvent, c'est le contraire. Ok. Souvent, quand je parle de quelque chose, là, par exemple, j'avais un peu peur dans le cas en question du procès du gars. Je parlais de ça parce qu'il y avait des trucs quand même très drôles dans ce procès, que je trouvais très drôle. J'ai reçu plutôt des messages des victimes carrément en question, des gens qui ont été renversés par ce gars-là. Eux qui m'ont dit que les vidéos leur faisaient du bien, leur faisaient plaisir. Donc franchement, ça m'a fait plaisir. Mais des gens pas contents, j'en ai déjà eu évidemment, des haters et tout. C'est souvent le poisson le moins oxygéné du ruisseau, avec tout le respect. C'est que tu vas voir la On est photo de bien profil, t'as d'accord. très vite compris. Pardon, hein. Mais voilà. Surtout Facebook, passé C'est 50 la pire ans, communauté, on est c'est terrible. d'accord. Hein. Bah, Parce c'est vrai. qu'on dit toujours que c'est TikTok et tout, mais franchement, moi, entre Facebook et les réseaux, à chaque fois, Facebook, j'en prends tellement plein la gueule. Ouais, c'est des fous. Ils sont C'est- malades mentaux. Enfin, on est d'accord. Complètement Ok, malades mentaux. ça me rassure. Ouais, vraiment. Est-ce que tu trouves que, en tant qu'humoriste, c'est aussi un devoir, entre guillemets, de devoir parler justement de sujets d'actualité? Ou tu penses que on peut être humoriste, faire des blagues, faire un sketch, faire un spectacle et ne jamais aborder de sujet d'actualité et que c'est très bien comme ça? Ouais, c'est très bien comme ça aussi. Moi, en fait, je pense que quand tu pratiques l'humour et que tu essayes de faire du bien aux gens, faut le faire avec un truc qui te parle toi. Si ton truc à toi, c'est pas l'actualité, c'est de parler de toutes les fois où, je sais pas, c'est parler de la vie, parler du bus, parler des gens dans la rue, j'en sais rien, des habitudes qu'on a. Regarde Gad Elmaleh, il parle pas de l'actualité. Oui, c'est vrai. Alors, avec le temps, il a commencé à parler un peu plus d'actualité et tout ça, mais c'est tous les spectacles les plus connus qu'il a, c'est sur les habitudes que nous, on a au quotidien. Et donc, ça parle pas d'actu. Donc, je pense que il faut être juste honnête envers soi-même, mais parler de choses euh, qui Nous nous touche. donnent envie, ouais, et nous touchent. Et là, pour que ça résonne chez certaines personnes. Ok. Pour en revenir à ton spectacle, du coup, comment ça s'est passé pour la préparation de ton spectacle? Donc, tu as dit que ça t'a pris quand même pas mal de temps, Ouais. ça a pris plusieurs années. C'est quoi les conditions pour faire un bon spectacle? Est-ce que tu es obligé d'avoir un minimum de temps pour pouvoir le jouer? Enfin, ça se passe comment? Alors, je vais répondre dans l'ordre. Vas-y. Pour avoir un minimum de temps, ouais, le but quand quelqu'un paye quand même 20 ou 30 balles pour venir voir un spectacle, tu dois quand même lui proposer, à mon sens, hein, quand même au minimum 1h15. Ok. Pour moi, le temps idéal, c'est entre 1h15 et 1h40. Après, ça devient un peu long, Ouais. je trouve. Et avant, c'est vraiment court. Tu vois, j'ai déjà été voir des spectacles que je trouvais super, et en fait, au bout de 50 minutes, le mec était parti. Je dis, franchement, tu fais ramener 1800 personnes dans une super salle pour ça. Franchement, je trouve ça terrible. Fais un live sur TikTok et raconte-nous alors, parce que franchement, 50 minutes, c'est un peu court. Donc, je trouve que entre 1h15 et 1h40, c'est un bon temps. Oui, j'ai mis du temps parce qu'en fait, le premier spectacle, c'est normal, c'est mes premières années, mes premières expériences. Donc, c'est d'abord apprendre à être marrant sur scène, puis tu dois apprendre à trouver ton personnage, tu vois, tout ça, ça prend du temps pour être un peu crédible, devenir fort, devenir bon sur scène, c'est un mécanisme qui prend vraiment, vraiment du temps. Et une fois que tu y arrives, tu dois travailler sur un spectacle, rassembler tout ce que tu as écrit pendant plusieurs années, parce que tu vois comment tu fais en humour, en fait, tu travailles d'à part 5 à 10 minutes, c'est des blocs. Ok. J'écris un nouveau 5 minutes sur un sujet, t'arrives en comédie club, t'essayes, tu sens que c'est pas ouf, peut-être sur ces 5 minutes, il y en a que 2 qui sont potables, tu gardes ces 2 minutes, tu les retravailles, et au final, il va peut-être rester que 30 secondes sur les 5 minutes que tu as écrites. Donc avant d'arriver à 1h30, tu as le temps. Tu vois, puis après, il faut que tu fasses en sorte que le spectacle, c'est des trucs que tu as écrits, tous des trucs que j'ai écrits à des moments totalement différents de ma vie, et il faut que j'arrive à faire en sorte que tout ça ait un lien, et faire comme si c'était écrit en une fois pour qu'il y ait une continuité pour les gens.
Le premier spectacle, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Mais une fois que tu l'as, tu as compris comment tu travailles, tu as compris comment il faut écrire. Et donc, pour la suite, ça va beaucoup plus vite. Là, j'ai fini mon premier spectacle. Je pense à l'heure où le podcast sera diffusé, j'aurai fini. Là, je peux dire à l'heure où on enregistre quelle date on est? Oui, vas-y. On est quelle date? On est 17 mai. On est le 17 mai. Ouais, il me reste une date le 30 mai au Wex de Marchand-Famenne et à Chapelle-les-Lémont. Ouais, à Chapelle-les-Lémont. Et après ça, c'est fini. Ce spectacle n'existera plus. Je l'ai tourné pendant 2 ans. Tu ne le joueras plus du tout? Non. Ok. C'est terminé. Et je l'ai joué pendant 2 ans. D'abord dans dans des petites salles qui étaient déjà énormes pour moi. Et puis après, on a grandi. On l'a emmené dans des trop chouettes salles. Donc ça, c'est trop cool. Mais maintenant, je sais comment j'écris, comment je fais pour être drôle. Je me connais beaucoup mieux à ce niveau-là. Et là, mon défi, c'est j'ai déjà 25 à 30 minutes de nouvelles blagues. C'est d'écrire encore 45 minutes cet été pour arriver en septembre avec un nouveau spectacle que je vais pouvoir rôder. Donc, qui n'est pas encore prêt, mais que tu spectacles, c'est important de spectacler. C'est très important de spectacler son propre spectacle. Ouais, ça, je suis d'accord. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est pas. Et c'est très important que tu rôdes ton spectacle pendant une année scolaire et puis revenir septembre 2027 avec un produit fini, sûr et certain. Ok. Et c'est pas lassant pour toi au bout de 2 ans, même si ton projet c'est ton bébé. Enfin, je comprends bien que du coup ça va prendre beaucoup de temps de le réaliser. Au bout de 2 ans, que tu joues tout le temps le même spectacle, là tu t'arrêtes parce que tu penses que tu as fait le tour ou parce que tu te dis j'en ai un peu marre de jouer ça, j'ai envie d'écrire quelque chose de nouveau et que c'est plus par lassitude? Dans mon cas précis, ça va en termes de lassitude, dans le sens où je suis relativement connu en Belgique. Franchement, ça fait très ego trip de dire ça, mais j'ai réussi à remplir des grandes salles et tout, donc c'est cool. Mais tu vois, comme je t'ai dit, c'est un spectacle sur la Belgique, t'as vite fait le tour. Ouais, t'es limité maintenant. Donc voilà, t'es limité. Maintenant, tu vois, il y a des gens qui ont des spectacles, des humoristes qui ont fait leur spectacle pendant 10 piges. Par exemple, Alex Vizorek, son premier spectacle, il l'a tourné 10 ans. Je me doute qu'à un moment donné, il devait être lassé. Moi, ça allait en termes de lassitude, mais c'était nécessaire que je passe à autre chose pour pas non plus m'enfermer dans le belge qui fait que du belge. Là, c'était important pour moi. C'était une stratégie pour me faire connaître chez moi. Qui a fonctionné. Maintenant, le but, c'est quand même aussi un peu d'aller chercher des trucs un petit peu plus grands. Aller un petit peu en France, même si c'est pas du tout un objectif en soi, que ça me terrifie et que j'ai pas forcément envie en tant que tel. Mais c'est important pour moi de pas m'enfermer dans le belgo-belge, quoi. Ce que j'allais te demander, c'est pas du coup terrifiant pour toi de te dire ok, t'es un peu dans une zone de confort où déjà t'es dans le pays que tu connais. Ouais. Et du coup maintenant de te dire ok, peut-être que je vais devoir jouer mon nouveau spectacle, mais une semaine je serai en Belgique, une semaine je serai en France. Est-ce que ça te fait pas peur, toi, cet aspect-là? Ils sont tout bien, en vrai. Ils sont au max du max. Ils sont trop mignons. Viens. Attends. Miaou. Allez, ciao. Est-ce que du coup, c'est pas terrifiant pour toi, justement, de te dire, ok, pendant 2 ans, t'as été dans ta zone de confort à jouer ton spectacle dans des salles que tu connais à force, et là, te dire, peut-être que le lundi, tu vas jouer en France et que le mercredi, tu joueras en Belgique. Ça me fait un peu peur, et puis c'est pas trop un mode de vie que j'ai envie d'avoir, parce que tu vois, quand on te dit, ouais, t'as une date, je sais pas, à Lyon, c'est cool, mais bon, t'as le trajet la veille, t'as le jour même, tu fous rien, t'attends le soir, t'en peux plus, tu le fais, tu dors là, tu rentres le lendemain, t'arrives chez toi, t'as perdu 3 jours pour une soirée. Et quand moi, j'ai envie de fonder une famille, d'avancer avec ma compagne et tout, je sais pas si c'est un mode de vie qui va matcher forcément, mais il y a quand même une partie de moi qui me dit, il faut que je le fasse parce que j'ai pas envie de regretter non plus. Okay. Donc voilà. Donc ça te demande une sorte d'effort. Enfin, je pense que du coup, vu comment tu l'expliques, t'es quelqu'un qui aime la stabilité, avoir une belle routine. Oui. Genre, c'est perturbant. Enfin, avec ce genre de métier, tu peux pas avoir la même stabilité qu'avec un métier plus classique. Non, pas du tout, mais j'avais réussi à la trouver. C'est vrai? Ouais, en Belgique, c'est facile. Même si t'as une date à Arlon, tu vois, de Bruxelles, bon, c'est 2 heures de route, mais tu peux toujours rentrer le soir, tu vois. C'est vrai que nous, il n'y a pas plus de 3 heures de route. Ah non. Alors que la France, combien de temps du nord au sud de la France? Je crois que ça veut dire quoi, 15 12-15 heures. Ouais, j'allais dire 15 heures. Nous, tu fais 4 fois le tour de la Belgique. Au moins. Ouais, mais nous, on fait 1h40 de route, on n'est plus dans notre pays, donc forcément. C'est vrai. Donc, j'avais réussi à trouver cette stabilité et tout, de dire, voilà, parfois, je suis pas là le soir, je suis quasi jamais là le soir, mais au moins, je rentre chez moi, quoi. Ouais.
Donc là, ce qui sera plus trop le cas. Ce sera une vie un peu différente, mais je sais pas. J'y pense pas trop encore. Faut pas. Dis, on verra bien. Tu verras bien à ce moment-là. Peut-être qu'au contraire, tu vas te dire, OK, c'est génial pendant 1 an ou 2, et qu'au bout de 2 ans, tu te diras, j'ai plus envie de ça, quoi. Tout à fait. Au moins, tu vis l'expérience. Exactement. Tu disais que pour les blocs, enfin, que du coup, pour réaliser ton spectacle, c'est des blocs de blagues, du coup, que tu fais en stand-up ou quoi, qui durent plus ou moins 5 minutes. Mais tu disais, parfois, il y a que 2 minutes qui sont bonnes sur ces 5 minutes. Comment tu sais que c'est ces 2 minutes-là qui sont bien? C'est les réactions du public ou... Ah ouais? Ouais. Bah, y a pas mieux. Y a pas mieux qu'indicateur que quelqu'un qui te regarde et qui sourit pas. Ça veut dire c'est pas drôle, mon pote. Alors parfois c'est fou, mais parfois t'as plein de trucs qui sonnent très drôles dans ta tête, et quand tu les dis, tu vois que ça parle pas trop aux gens. Et donc tu te dis, ok, je suis tout seul dans le délire. Tu vois, c'est comme quand je suis parti sur mon délire de douche là, et à 5 minutes en mode on se lave tous de la même manière. J'ai senti qu'on m'a pas trop suivi, tu vois. Mais c'est pas grave, tu vois. C'est un truc que tu fais avec, et t'apprends. C'est comme ça, c'est le meilleur indicateur. Tu te filmes, tu re-regardes la vidéo, c'est terrible, tu fais un effort, mais tu reprends. Et tu regardes et tu vois, ok, à ce moment-là, ça n'a pas bien marché. Tu te dis pourquoi. Parfois, c'est peut-être juste pas le bon mot qui est utilisé. Parfois, t'as pas mis le bon moment de pause, au bon moment. Parfois, c'est juste que la blague est pas drôle. Puis tu réessayes. Et au final, par essai-erreur, tu te rends compte où était ton erreur et tu corriges. Tes blocs comme ça, pour tester, tu les joues plusieurs fois? Ouais. Pour avoir plusieurs publics différents aussi? Bah ouais, souvent, pendant 2-3 mois, tu vas jouer la même chose. Ok. Tu sais, au début, tu le fais un peu terrifié. Puis après, le lendemain, un peu moins terrifié parce que tu l'as un peu mis en bouche, mais c'est toujours pas ouf. Et en fait, au bout de 3 mois, t'as un 5-10 minutes d'un truc qui tient la route, qui est drôle et qui est bien rythmé, quoi. Tu dois réussir à passer au-dessus du regard des gens, du coup. Parce que si tu joues tu joues tes 5 minutes et que tu te rends compte que, en fait, les gens, ils rigolent pas du tout pendant ces 5 minutes, je suppose que tu vas te sentir quand même très, très mal à l'aise en sortant de scène les premières fois. Oui. Comment tu fais au fur et à mesure pour réussir à passer au-dessus de ça et de te dire, juste, c'était pas drôle, je vais retravailler mon truc et c'est pas grave? Les premières fois, c'est compliqué. Ça terrifie surtout les gens, surtout les gens qui commencent le stand-up et tout, et la peur du bide. Mais en fait, quand tu évolues dans cette discipline, tu te rends compte que c'est parfois mieux de faire une soirée où tu bides qu'une soirée où tu cartonnes. Dans le sens où c'est un meilleur indicateur. Tu vois, un gros bide, ça veut dire, ok, là, il faut vraiment que je retravaille. Alors que quand tu fais un bon passage, que les gens sont contents, t'as pas forcément envie de retravailler le truc par la suite. Et tu commences à aller dans ta zone de confort. Alors qu'un bon beat, ça te remet bien les pieds sur terre, l'air de dire, ouais, c'était drôle normalement, mais c'est pas arrivé. Continue à bosser. Donc, c'est cool. C'est ce qui te permet de progresser, c'est de rater devant les gens. Maintenant, gérer le regard des autres, ça dépend du caractère des gens. Moi, j'ai toujours eu peur, de manière générale, de ce que les gens pensent de moi, qu'est-ce qu'ils peuvent dire de moi et tout dans la vie. C'est vraiment un stress qui me travaille au quotidien. Mais sur scène, je sais que rien que le fait de monter sur scène et que les gens sont dans le public, ça crée, mine de rien, une espèce de rapport de force. Tu vois, c'est moi qui ai la parole, c'est moi qui fais le truc, et vous profitez du moment. Si vous appréciez pas, c'est pas grave. Franchement, vous allez vous en remettre. 5 minutes après moi, il y a un autre artiste. Vous allez trouver quelqu'un qui va vous plaire. Et moi, je vais juste retravailler, revenir devant un autre public, et ça sera peut-être beaucoup mieux, tu vois. Donc il faut apprendre à gérer le regard des autres. Mais sur scène, c'est quelque chose qui est compliqué pour beaucoup de gens. Pour moi, ça va. Et dans la vie, c'est l'inverse. C'est ce que j'allais te demander. J'allais te demander si justement le fait de t'être habitué au regard des gens sur scène, ça t'avait aidé dans la vie de tous les jours à ne plus faire attention à ça aussi. Non, au contraire, en fait, parce que c'est venu un peu avec la notoriété aussi. Maintenant, en Belgique, on me reconnaît quand même relativement souvent. Et du coup, j'ai toujours peur d'être mal habillé, tu sais, des fois, je me souviens quand j'avais 16-17 ans, vraiment, je m'habillais, je mettais des crocs et tout, j'en ai rien à foutre. J'étais en jogging crocs, j'allais chercher un snack, j'étais en refait. même temps, c'est confortable, faut dire ça. Mais ouais, putain, j'étais trop bien. Et maintenant, il y a ce stress, mine de rien, de se dire, ouais, si je fais ça et qu'il y a quelqu'un qui me reconnaît, qu'est-ce qu'il va se dire? Est-ce que si quelqu'un qui me reconnaît que je suis un peu fatigué ou quoi, et en fait, et qu'il se trouve que je suis pas sympa, il va dire à tous ses proches que je suis pas sympa, il y a plein de gens qui vont croire que je suis pas sympa. C'est con, mais je sortais de la RTBF il y a pas très longtemps,
Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message Instagram après en me disant « Ah, je t'ai vu à la RTV, je voulais venir te dire bonjour, mais t'avais pas l'air ouvert à la discussion, alors je suis pas venu. » Je dis, ah bah, il était, écoute, je sors de ma chronique, il est 8h40 du matin. Je me suis levé il y a 20 minutes, je suis comme tout le monde, Juste quoi, la je sais tête dans pas. le cul, comme tout le monde, Ouais, enfin fatigué. voilà, tu pouvais venir me parler. Franchement, ça allait être un chouette moment. Et donc, je me suis dit, ouais, maintenant, à chaque fois que je sors de la RTBF, je regarde les gens, je fais, franchement, franchement. J'ai toujours peur qu'il y a quelqu'un qui me reconnaisse et qui se dise, ah, Ah, il il a est l'air pas cool, fermé, il est pas celui-là. cool. Tu vois, et c'est des trucs qui me restent en tête, quoi. Mais du coup, il y a quand même des aspects négatifs à un boulot que t'adores. Bien sûr. Mais Est-ce qu'il y a bon, d'autres choses si c'est comme ça qui ça, sont dures pour toi? euh, bah, le milieu du stand-up est un milieu relativement compliqué, très concurrentiel, des gens qui ont beaucoup d'ego. Ouais. Voilà, c'est vrai qu'il faut se rendre compte que déjà pour faire ce métier, faut avoir quand même un problème d'ego. Hein. Je dis pas, peut-être que sûrement moi aussi j'en ai un. Pour pouvoir monter sur scène et dire écoutez-moi, j'ai un truc à vous raconter, ça va être hyper marrant. Quand tu recules, tu regardes la situation, il faut quand même avoir un petit problème dans sa tête, quoi. C'est des gens qui manquent de quelque chose, cruellement. Et donc dans la vie, il y en a plein aussi qui ont un problème d'ego et parfois c'est dur à gérer. Voilà, donc beaucoup de choses. C'est un milieu qui est compliqué, tu vois, comme dans tous les milieux artistiques, même comme dans le milieu de l'influence. Hein. Mhm. C'est toujours devant toi, ça va, tu vas bien et tout, et derrière, ça te jalouse, ça comprend pas pourquoi toi, t'as cette opportunité, pourquoi lui il a ça, pourquoi lui il a ça, et puis tu te surprends parfois même toi-même, tu te dis dans la vie, moi je suis pas comme ça, puis tu te surprends des fois à avoir aussi ce genre de pensée. C'est peut-être un truc qui est humain, mais c'est quelque chose qui est compliqué à gérer un peu dans l'humour, c'est les autres, la relation qu'on entretient avec les autres, se rendre compte que c'est des gens que tu côtoies tous les jours, mais tu dois te rendre compte qu'en fait, c'est pas forcément tous tes amis. C'est aussi des collègues, tu vois, comme un boulot, même si on dirait pas un boulot. Et que tes amis, ben, c'est des gens qui doivent être en dehors de ce cercle-là pour continuer à avoir un mental sain. C'est dur de faire la part des choses, du coup. De ouf. C'est trop Parce dur. que, bah, c'est, comme tu le dis, c'est des gens que tu côtoies Ouais, ouais. Bah, tout moi, le temps. c'est parce que j'ai appris ça pendant 4 ans. Tous les soirs, j'étais sur scène, je côtoyais quasiment les mêmes personnes à chaque fois. Et dans ma tête, c'était mes amis, quoi. Et je me disais, c'est trop bien, moi, je fais ce que j'aime avec mes amis. Puis tu te rends compte qu'en fait, le jour où ça commence à un peu bien marcher ou quoi, les gens que tu pensais qu'ils allaient être contents pour toi parce que t'as fait tout ça avec eux, ils ont eu du mal, ça stagne pour eux. En fait, ils deviennent pas sympas avec toi, ils t'envient parce que pour toi, ça marche, par exemple. Ça a été mon cas et ça, c'est des trucs qui m'ont un peu blessé de temps en temps. Ouais, Mais j'allais dire, c'est blessant et décevant. oui, bien sûr. Et après, c'est vrai que si je me mets à la place de la personne, là, j'ai la bonne place dans la situation. Ouais, c'est J'ai vrai. réussi, ça marche bien pour moi et c'est vrai que c'est un concours de circonstances aussi. Et quand t'as des gens pour qui ça galère pour qui c'est plus dur, c'est normal que ça leur fasse un peu de mal, je pense. Du coup, est-ce que tu sais déjà sur quel sujet tu vas tourner ton prochain spectacle? Est-ce que Oui, tu as une idée? bien sûr. Ce sur quoi j'ai déjà écrit, Mhm. j'ai plusieurs sujets. Je vais te les dire comme ils viennent. Je vais parler un peu de l'histoire de ma famille, Ok. qui est une histoire un peu spéciale, qui mérite, je pense, d'être racontée. C'est une chouette, franchement, c'est une histoire assez cocasse. Parler du fait de grandir, passer d'un état à un autre. Ça y est, maintenant je suis un jeune adulte, j'ai 26 ans, des responsabilités, tout ça. Me fiancer, se mettre en couple, ce que c'est que d'entretenir un couple, se rendre compte qu'en fait l'amour c'est pas si gai qu'on le truc, il y a quand même tout un aspect social derrière qui est assez intéressant, je trouve. Voilà, pour l'instant c'est les sujets sur lesquels j'ai écrit. Grandir dans deux mondes parallèles, dans le sens où j'ai grandi avec ma mère dans un quartier très industriel pendant la semaine, avec des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Et le week-end, j'étais dans l'ultra luxe avec mon père et des gens qui gagnaient énormément d'argent. Et je vivais avec mon père, avec des gens je côtoyais des gens qui méprisaient les gens avec qui je vivais la semaine. Et la semaine, je vivais avec des gens qui méprisaient les gens que je côtoyais le week-end, tu vois. Donc c'était des trucs. C'est vraiment très, très différent. Voilà, c'était deux mondes opposés. Et voilà, c'est un peu tous des sujets comme ça. La C'est philosophie hyper aussi. chouette parce que c'est des sujets qui touchent tout le monde en soi. Bah, on va voir, j'espère. Bah, Mais écoute, je te le c'est pas le souhaite. but. Le but, c'est pas de me dire, il faut que je touche un maximum de gens. C'est de rester moi-même et puis on verra si ça résonne. Et tu as parfaitement raison. Merci beaucoup. Pour clôturer, la petite tradition, c'est est-ce qu'il y a une question que tu aimerais qu'on te pose, un sujet que tu aimerais aborder en général, mais qu'on ne te demande jamais lors d'une interview?
Ça peut être quelque chose de totalement banal ou à la fois quelque chose de très recherché. Je pense que c'est une question bête, mais qui est très révélateur des gens. C'est leur demander quel est le truc qui vraiment t'insupporte le plus dans la vie. Quel est le truc qui t'insupporte le plus dans la vie? Eh ben, c'est bizarre, mais moi, c'est les gens qui ont du talent et qui en font rien. Ah, C'est le truc qui me frustre le je m'attendais plus. pas à ça. Ouais, parce que tu vois, souvent, on dit, ouais, moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qui font des bruits de bouche, des trucs comme ça. Bon, Ouais. ouais, il y a des trucs qui sont énervants, mais il y a des trucs profonds. C'est une réponse qu'on a- recevable quand Bien même. sûr, bien sûr. Mais c'est un truc profond qu'on a tous à l'intérieur, des fois, des situations. Et bah, pour certains, ça va être le manque de respect de certains. Moi, il y a deux choses. Il y a les gens qui oublient qu'on vit en communauté. Ça, c'est un truc qui me rend fou. Qui vivent que pour eux et qui s'en foutent des autres. Tu sais, c'est important de s'en foutre du regard des autres et tout. C'est vrai que ça fait du bien. Tu vis de manière plus légère. Mais oublie pas quand même qu'on vit en communauté. Ça, c'est important. C'est les gens qui dépassent. Ça me rend fou. Bref. Vraiment, ça m'énerve. Et parfois, moi, je traîne avec des gens, des amis. J'ai des amis qui sont ultra talentueux et qui en font rien. Et ça, c'est le truc qui me frustre le plus. C'est avoir un poil, rien faire de ce que tu as entre les mains. Alors qu'il y a des gens Par qui, flemme. à l'inverse, galèrent à se développer là-dedans Ouais, parce alors que qu'ils c'est pas sont- inné. Ah ouais, et puis tu as des gens, pardon, mais sont tellement travailleurs qu'ils ont réussi à compenser leur manque de talent. Et toute la journée, on les voit faire des trucs nuls à chier, mais tout le monde les connaît et ça m'énerve. Et je vois des gens qu'on connaît pas qui sont ultra talentueux et qui en font rien. Ça, c'est vraiment un truc qui me frustre. C'est compréhensible, en fait. Voilà. Bah, merci. Merci à Écoute, toi. au moins, question originale. Ben ouais, hésite pas à la pousser au prochain. Et tu Ça leur va, dis je leur vraiment demanderai. dans un sens un peu philosophique. Pas les bruits de bouche et tout, vraiment. Ok, ça va. On a tous Genre un truc quelque qui nous chose de trigger profond. un truc qui nous trigger comme ça. Ok. On a tous un truc. Ok. Ben, merci beaucoup d'avoir répondu Merci à toi pour toutes les l'invitation. questions. J'espère que tu as passé un bon moment. J'ai passé un très bon moment. J'étais avec des chats. J'ai kiffé. Et c'était très cool. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Sacha a passé un bon moment parce que je tiens à vous rappeler que on tourne la première saison de L'Heure Bleue dans le Carreau Locat à Charleroi. Les lieux nous sont prêtés très très généreusement et du coup autour de nous tous les chats que vous avez pu voir, même s'ils ont été un petit peu discrets ici, je l'avoue, ce sont tous des chats qui sont à l'adoption. Donc si vous cherchez un endroit pour boire ou manger un verre tranquillement avec plein de chats autour de vous qui ont essayé de voler votre crème chantilly sur votre café, c'est l'endroit parfait. Merci infiniment d'avoir suivi cet épisode. Si vous voulez suivre Sacha, avoir ses dates de spectacle, voir des extraits, etc., on vous laisse évidemment tous ses réseaux sociaux en description. Et je vous dis à mercredi prochain midi pour un prochain invité et un prochain épisode. Des bisous.